Pendant plus d'une décennie, les propriétaires d'esclaves de Saint-Domingue mouraient, et personne ne savait pourquoi. Des hommes en parfaite santé s'effondraient au dîner. Le bétail tombait raide mort dans les champs. Les Français soupçonnaient le poison, mais les esclaves murmuraient un autre mot, Macandal. Un fugitif qui, disait-on, pouvait changer de forme à volonté. Un homme qui rassemblait une armée dans les montagnes. Était-ce un révolutionnaire, un sorcier, ou quelque chose de plus fondamentalement différent? Voici l'histoire de Macandal, le Messie noir. François Macandal serait né au début du XVIIIe siècle en Afrique. Cependant, son lieu de naissance exact ne fait pas l'unanimité parmi les historiens. Selon les anthropologues américains Mark Davis et Wyatt McGaffey, il serait né dans l'Empire Congo. Le nom Makanda viendrait du Congo et aurait été francisé. D'autres sources identifient son origine comme étant les montagnes de l'Atlas qui s'étendent sur le Maghreb, mais des chercheurs contemporains comme Sylviane Diouf ont spéculé qu'il pourrait être originaire des nations modernes du Sénégal, du Mali ou de la Guinée. Un autre point encore qui fait débat est sa religion. Pour certains, ses pratiques religieuses combinent des éléments Congo et pour d'autres, son origine serait plutôt musulmane. La thèse musulmane semble être supportée par le fait que Macandal écrivait, parlait la langue arabe et il répétait souvent le mot Allah dans ses prières. Plus tard, lui-même dira lors de son arrestation et interrogation à Saint-Domingue que Allah signifiait Dieu ou le Seigneur Jésus-Christ. Toutefois, son parcours de révolutionnaire suggère qu'il était bien imbu des pratiques religieuses traditionnelles africaines. Mais était-il un musulman? L'origine congolaise de Macandal est la plus acceptée et la plus vraisemblable. Des données montrent que d'autres esclaves débarqués dans les Caraïbes à cette époque et portant le nom Makanda venaient du territoire du Congo-Angola. D'après l'auteur Rodney Salnave, il est fort possible que Macandal soit un Luba, une ethnie distincte de la République du Congo actuelle. Ceci expliquerait sa connaissance de l'arabe et de l'islam car les Luba ou Baluba fréquentaient les marchands swahili fortement islamisés. Soulignons aussi que les Luba croyaient en un Dieu créateur unique. Donc, il semble que Macandal avait une connaissance de l'islam sans être musulman pratiquant. Macandal buvait beaucoup le tafia alors que la consommation d'alcool est prohibée dans la religion musulmane. L'éducation de Macandal laisse croire qu'il appartenait à une famille africaine d'un rang élevé car il savait lire et écrire, ce qui était très rare parmi les Africains réduits en esclavage. Cela suggérerait qu'on le préparait à occuper une position élevée dans son clan. Il avait du goût pour la musique, la peinture et la sculpture. Très jeune, il avait déjà des connaissances poussées des plantes. Ces connaissances vont lui servir plus tard à être reconnu comme un guérisseur, mais aussi un concocteur de poison. Macandal, prisonnier de guerre, est vendu et transporté à Saint-Domingue. La date de son arrivée dans la colonie française est incertaine. Il sera acheté et réduit en esclavage sur la propriété de Sébastien François le Normand de Mézy, située à Limbé. C'est sur cette plantation que le prénom François lui a été attribué. Il était non seulement apprécié par son maître grâce à son zèle et son intelligence, mais aussi par ses compagnons esclaves à qui il prodiguait des soins médicaux, ayant une grande connaissance des plantes médicinales. Il participait souvent dans les danses vaudou organisées sur la plantation et était connu comme un grand séducteur parmi les femmes. La question de savoir si la main de Macandal a été coupée est sujette à débat aussi. Selon certaines sources, il aurait perdu une main dans un accident de moulin à sucre, ce qui l'aurait amené à s'échapper et à devenir un leader marron. Cependant, les détails exacts de cet événement ne sont pas clairement établis et varient selon les récits. Certains considèrent cette histoire comme une partie de la légende entourant Macandal. Dans l'arrêt du Conseil du Cap relatif à la condamnation de Macandal le 20 janvier 1758, il est écrit, et je cite, « Pour réparation de quoi il aurait été condamné à faire amende honorable. Nu en chemise, tenant en ses mains une torche de cire ardente. Tenant en ses mains, il est dit. » De plus, dans une lettre écrite du Cap français le 24 juin 1758, décrivant la tentative d'évasion de Macandal, on peut lire « Le bourreau lui-même ne pouvait croire ce qu'il voyait. Il se jeta cependant sur le criminel, auquel on lia les pieds et les mains et on le rejeta dans le brasier. Il n'y a aucune mention d'infirmité de Macandal. Ce qui est sûr, c'est que Macandal, révolté dans son être, n'acceptera pas sa condition d'esclave.
Il s'enfuira pour se réfugier dans les montagnes et joindre les bandes de marrons. Durant sa période en tant que marron, Macandal voyageait entre diverses communautés marrons et plantations d'esclaves, diffusant ses connaissances en herboristerie et en vaudou. Il est devenu connu comme un puissant oungan et orateur ayant des capacités surnaturelles. Son charisme et son intelligence lui ont permis de former un vaste réseau de partisans prêts à se battre pour leur liberté. Cette rébellion prit forme grâce à des tactiques de guérilla et à l'empoisonnement qu'il considérait comme un moyen de guerre contre le système colonial oppressif. Ces actions ont provoqué une panique généralisée parmi les colons blancs et les propriétaires de plantations qui craignaient le potentiel d'un soulèvement massif d'esclaves. Au-delà de ses prouesses militaires, Macandal était considéré comme un puissant oungan. Cela lui conférait une aura de mystique et de peur aux yeux des colons français et de ses semblables africains. Un autre élément fortement associé à la résistance de Macandal était l'utilisation du poison. Doté d'une connaissance approfondie de la flore de l'île, il concoctait de puissantes toxines à partir d'herbes et de plantes. Ces poisons étaient distribués aux esclaves travaillant dans les plantations, qui les glissaient ensuite dans la nourriture et les boissons de leurs maîtres, provoquant ainsi des maladies et des décès généralisés parmi les colonisateurs français. Bien que l'ampleur exacte de la campagne empoisonnée de Macandal soit débattue par les historiens, elle a semé la terreur dans le cœur de la population blanche et déstabilisé davantage le système colonial. La rébellion de Macandal a transcendé les simples actes de défi. Il avait une vision plus grande. Il ne cherchait pas seulement à garantir de meilleures conditions aux esclaves, mais envisageait également un renversement complet de l'ordre colonial et l'établissement de l'indépendance des Noirs sur l'île. Pour y parvenir, il travailla sans relâche pour unir des bandes marrons disparates et forger des alliances avec les esclaves travaillant encore dans les plantations. C'est ce vaste réseau qui va tout changer dans la lutte des marrons. Le charisme et le message de libération de Macandal ont profondément résonné au sein de la population opprimée, le transformant en une figure messianique. Sa croyance inébranlable dans la justesse de sa cause en faisait un redoutable adversaire des Français. Macandal possédait apparemment une résilience presque surnaturelle. Certains affirmaient même qu'il pouvait changer de forme et échapper à la capture, renforçant ainsi la mysticité qui le caractérisait. Pour les esclaves comme pour les esclavagistes, il est devenu un symbole, une lueur d'espoir pour les premiers, un signe avant-coureur de malheur pour les seconds. Vu les troubles sans précédent que causait la révolte de Macandal, beaucoup d'efforts ont été déployés par les autorités françaises pour le neutraliser. En septembre 1757, Assam, une jeune femme esclave, complice de Macandal, capturée par les Français, va, sous la torture, dévoiler la cachette de son chef. Cependant, les circonstances exactes de la capture de Macandal en 1758 restent floues et sujettes à débat. Des récits décrivent une embuscade tendue par les forces coloniales. Profitant des informations reçues sur ses déplacements, les soldats l'auraient encerclé et capturé après une confrontation. Macandal fut condamné à être brûlé vif. La sentence devait être exécutée le 20 janvier 1758 sur la place publique du Cap Français, aujourd'hui Cap Haïtien. Ce jour-là, sur la place publique, un bûcher avait été dressé et une foule immense s'était amassée, avide de voir le supplice de cet homme qui avait défié l'ordre colonial. Les autorités, conscientes de la puissance symbolique de Macandal, voulaient faire de son exécution un exemple terrifiant pour tous les esclaves. Macandal, arrivé sur la place, enchaîné, ne montrait aucune trace de peur. On le hissa sur le poteau enfoncé dans le sol, et le bourreau commença à l'entourer de fagots de bois. Malgré cela, il haranguait la foule, proclamant sa liberté et sa foi en la victoire future des esclaves. Sa voix puissante et ses paroles incendiaires ont semé le trouble parmi les spectateurs, certains y voyant un signe de sa puissance surnaturelle. C'est alors que Macandal, dans un ultime défi à ses oppresseurs, tenta une évasion désespérée. Selon les récits historiques, il aurait réussi à briser ses liens et à se précipiter vers la foule, semant le chaos et la panique. Les gardes, surpris par cette résistance inattendue, se mirent à le poursuivre. Il est rattrapé et ramené à nouveau au bûcher où il sera lentement dévoré par les flammes. De nombreuses légendes racontent que Macandal n'a pas été réellement brûlé vif et qu'il a réussi à s'échapper du bûcher en se transformant en moustique ou en fumée. Sa réputation messianique a alimenté ces légendes, lui conférant une aura d'immortalité et d'invincibilité. Après la mort de Macandal, de sévères restrictions furent imposées aux esclaves. Interdiction de la médecine traditionnelle, des rassemblements et du commerce. Ils interdirent l'utilisation d'armes à feu, même aux Noirs libres. De nombreux des partisans de Macandal furent emprisonnés ou exécutés,
mais le cœur du mouvement resta intact. Même les esclaves domestiques très appréciés des Blancs étaient profondément impliqués dans les complots en cours, alimentant la paranoïa parmi les propriétaires de plantations. Les empoisonnements se sont poursuivis pendant des décennies et les esclaves faisaient preuve d'insubordination inhabituelle, même lorsqu'ils étaient torturés. Macandal occupe une place majeure dans l'histoire de la lutte pour l'indépendance haïtienne en tant que précurseur et symbole de la révolte contre l'esclavage. Il fut le premier à mener une révolte à grande échelle dans la colonie de Saint-Domingue. Ce n'est pas un hasard si les révolutionnaires de 1791 choisissent le bois caïman situé sur l'habitation de Lenormand de Mézy où Macandal fut esclave et pratiquait des cérémonies religieuses. Cela montre l'importance que Macandal et son mysticisme avaient à leurs yeux. À cette époque, Macandal était le plus grand des héros des esclaves qui inspiraient leur lutte et leurs aspirations à la liberté. Toussaint Louverture avait 15 ans quand Macandal mourut et Dessalines allait naître 8 mois plus tard. Indéniablement, Macandal était le modèle de la prochaine génération qui allait conduire à l'indépendance. Une indépendance que Macandal fut le premier à invoquer dans la colonie, avant l'indépendance américaine et avant la Révolution française.